Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir quelqu'un qui est mon ami, qui est mon frérot, mais bizarrement, on n'a jamais fait de vidéo ensemble. On va aussi vous expliquer pourquoi, parce qu'on est un vrai couple. C'est Dallas, un peu, notre histoire. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui celui qu'on appelle Marc MMA. Hello Trader. Marc Mazur, Bah oui. qui est avec moi. Et on va, j'espère, vous faire cette vidéo qui va expliquer un petit peu son parcours et mon parcours et notre parcours Exactement. commun. Comment ça va, Marc? Bah jusque-là, tout va bien et toi? Écoute, je suis très content d'être venu un peu à Dubaï. Comme tu le sais, j'ai passé les derniers mois en Thaïlande et Dubaï me manquait. Et je suis de retour pour faire un peu un 50-50, comme j'ai déjà expliqué. Et toi, tu es à Ras Al Khaimah. Ouais, donc moi ça fait depuis. Donc j'ai quitté la Belgique il y a 10 ans, Marbella dans un premier temps, puis j'avais fait le Portugal. Puis après ça, il y a 6 ans, Dubaï, résident à Dubaï. Et puis là, j'ai déménagé il y a un mois à Ras Al Khaimah pour plusieurs raisons. Qualité de vie, c'est un peu les Marbella des UAE, on va dire. Puis le casino qui arrive dans 24 mois, beaucoup d'opportunités, les gens sont gentils. Puis c'est pas si loin que ça finalement de Dubaï et c'est une bonne qualité de vie. Je suis venu te voir il y a pas longtemps ce week-end, même pour être honnête avec tout le monde, et c'était génial. Alors on va raconter un petit peu notre parcours commun, parce que c'est vrai que les gens savent qu'on est assez liés. On va expliquer comment on s'est rencontrés. Est-ce que tu peux le dire même tout de suite? Comment je suis tombé sur toi ou comment tu es tombé sur moi? Je regardais sur Internet un petit peu toutes les personnes qui faisaient du trading dans différents domaines à l'époque. Voilà, je ne vais pas citer les noms, mais il y avait 3-4 qui sortaient un peu du lot. Et puis, M. Bayeul faisait une promotion parce qu'il avait fermé les portes de son école. Il restait 5 places. Et donc, du coup, moi, c'était très excité. Je m'inscris à sa formation à l'époque. Je pense que c'était 2014, je pense au tout début quand tu étais en Andorre avec M. Collado. Et José, pour les intimes. Et donc, voilà, on parlait un petit peu. Je suivais dans ses lives, etc. Il fait beaucoup de lives. Il est très méticuleux, il est très appliqué. Et puis, un jour, il lance un concours de trading auquel je participe. Et je gagne le concours de trading avec un magnifique trade sur le cuivre. Sur le cuivre, je m'en souviens encore. Ah oui, alors, j'avais fait 20 000 pips là-dessus, je pense. J'avais fait un concours, les gars. À l'époque, on cherchait quelqu'un d'autre pour agrandir l'équipe de traders, pour trader le capital de José. Et donc, j'avais eu la bonne idée de faire un concours de trading et de recruter la personne qui gagne. Et c'est toi qui as gagné avec un trade sur le cuivre. Exactement. Pas qu'un trade, mais enfin, il y a cette lettre principale. Et alors, je me souviens, je pense que ça devait être en mai-juin. Je suis arrivé en Andorre, je me souviens, je devais venir te voir. Et je devais avoir une autre personne à Lyon après. Parce que je voulais justement m'orienter dans le trading. Et puis, je suis arrivé en Andorre, puis après ça, je ne suis pas vraiment parti. Voilà, tu es resté plusieurs années. Resté un bout de temps là-bas. Un bout de temps, on a vécu des aventures exceptionnelles. Ah oui, tout à fait. Après 24 heures déjà, c'était très intense. On va pas raconter non, mais c'est très intense. Ce qui s'est passé très intense après 24 heures déjà. Première soirée, mais on va dire qu'on s'est très vite rapprochés. Ouais, exactement. Et on a vécu vraiment 2-3 années de folie. Alors, on n'a pas fait d'excès du Seigneur, comme on dit, mais c'était cool, surtout dans cet environnement avec José. Donc, si vous me suivez, vous savez qu'à ce moment-là, moi, je n'avais pas beaucoup de capital, mais j'avais eu la chance d'être recruté par un investisseur, on va dire, qui m'avait confié son capital pour trader. C'était un peu ma propre firme, en quelque sorte. Et ça nous a permis de faire plein de choses. C'est bien plus qu'une propre firme, c'est ce qu'on appelle du private equity management. C'est une family office, c'est plus que ça. C'est ça, exactement. Qui est à l'heure très répandu d'ailleurs en Andorre. Beaucoup de familles. Oui, il y a beaucoup ça. Et, aujourd'hui, les propres firmes ont enlevé un petit peu la recherche d'investisseurs, mais c'est vrai que moi, à l'époque, ça n'existait pas. Et quand tu étais bon et que tu n'avais pas de sous, tu n'avais pas le choix que de tourner par là. Il fallait encore être recruté, etc. Aujourd'hui, est-ce que tu fais encore du trading? Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais du trading depuis 2007. Donc, comme tu sais un petit peu mon historique, plus pour résumer. Moi, j'ai commencé à rentrer dans une salle de marché en 2001. À l'époque, c'était trade par fax et par e-trally, donc par téléphone, et par messagerie Yahoo. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir monter toutes les salles de marché pour ce qui s'appelle aujourd'hui NJ. Donc, tous les systèmes de trading, énergie, trading risk management. Donc, j'ai vu le trading d'un point de vue IT sécurité. On me l'a dessiné sur un tableau. Puis, je l'ai appris de l'intérieur. Et donc, moi, j'ai commencé à trader pour moi en 2007. À l'époque, première plateforme future accessible en Belgique chez KeyTrade. Et moi, c'est comme ça que je commence à trader. KeyTrade, il n'y avait pas un petit truc, porte-clés avec le code là Exactement. Et moi, j'ai commencé comme ça. Puis après ça, voilà. Puis subprime un peu en pleine face, margin call, tu as pensé quoi? À l'époque, il n'y avait pas toutes les formations, il n'y avait pas toute l'éducation financière qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, on apprenait de ses erreurs. Puis après ça, moi, j'étais dans le monde de la sécurité et de la finance. Donc, la genèse de la blockchain 2011, d'un point de vue technologie. 2012, Coinbase ouvre. On peut enfin acheter des cryptos de façon officielle et pas dans un marché secondaire pour acheter des stéroïdes comme beaucoup le faisaient à l'époque, ou de la drogue ou des armes ou peu importe. Et donc voilà, 2012, j'achète mes premiers bitcoins, plus ou moins $50.
Et puis après ça, voilà, moi je tombe amoureux de la technologie d'abord, de la blockchain, venant du monde de la sécurité et de la finance. Et puis après ça, voilà, Ethereum, Solana, etc. J'ai mis beaucoup de personnes dans la crypto. Je sais pas si tu te rappelles quand je t'ai rencontré. Oui, Qu'est-ce que tu pensais de la crypto en 2015 ? Avant de parler de ça, je voudrais juste préciser à l'audience, parce que tout le monde ne sait pas comment ça marche de l'intérieur, pourquoi des sociétés comme GDF Suez, qui s'appelle Engie maintenant, pourquoi ces sociétés-là, elles ont des salles de marché ? Ouais, alors l'objectif d'une salle de marché chez GDF Suez, qui est d'ailleurs localisée, il y en a un peu partout dans le monde, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de ne pas en perdre. Donc en fait, ils ont donc, ce qu'on appelle des front desk, middle office, gestion de risque, des sales traders, back office, etc. Et en fait, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils produisent de l'électricité, ils transportent du gaz, ils ont des centrales, ils doivent acheter du charbon, du gaz, des contrats CO2, du pellet, des noyaux de cerise, parce qu'on brûle aussi des noyaux de cerise, donc toutes ces matières premières. Et ils ont des monnaies en euros, en dollars, en GBP, etc., un peu partout dans le monde. Et bon, ils achètent des matières premières, par exemple, en dollars ou en GBP, peu importe. Ils consomment en Europe en euros. Donc déjà, ils ont un problème de change FX. Parce que dans le marché de l'énergie, vous avez un contrat avec votre fournisseur d'énergie. Le contrat, il est fixe pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Pendant ce temps-là, le dollar, il bouge, l'euro, il bouge, le pétrole, il bouge, il y a un attentat, il y a un truc, il y a un machin, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des contrats futurs. Comme tu as sûrement déjà dû l'expliquer, contrat futur, ça vient de l'agriculture, où l'agriculteur, il plante une semence et lui veut savoir à quel prix il va le vendre. Et donc, il fait un contrat futur, à terme, où il va livrer son blé et savoir à combien il va le vendre. Dans le monde de l'énergie, c'est la même chose. Et le but de toute cette entité de trading, c'est de ne pas perdre d'argent et de garantir qu'on va pouvoir vendre de l'électricité à X euros le mégawatt, le kilowattheure au client final avec toutes ces variations de marché. Et donc, il y a tous des deals qui sont très compliqués. Ce n'est pas du spiel comme nous on fait, on achète, on met un stop loss. C'est des deals structurés, on fait des couvertures par option, il y a du forex, il y a la matière première, etc., etc. Et ce sont ce qu'on appelle des deals multilecs. Et donc, le but, c'est vraiment à la fin du terme du contrat futur d'avoir la livraison physique. Nous, on n'arrive jamais jusque-là, on liquide avant. Autrement, on aurait des tonnes de charbon et des trucs devant la maison. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment l'idée d'une entité de trading dans ce genre de choses. Une banque, c'est différent. Une société d'investissement, c'est différent et ce genre de choses. Donc, c'est des profils différents avec des objectifs différents. Donc, pour rappeler, on est plus de la couverture et les grosses multinationales ont très souvent leur propre salle de marché. Le but, c'est pas de réaliser un profit et ils font pas d'analyse technique entrer dans des OPR, mais ils vont plutôt couvrir les variations des matières premières, des dollars, des monnaies, etc. Voilà. Nassima, qui est notre coach mental, elle travaillait chez Total, qui est la même chose, qui est une salle de marché équivalente. Donc là, tu as vu, toi, comment ça marchait à l'intérieur. C'est ce qui t'a donné envie très certainement de te lancer aussi là-dedans. Alors moi, c'est historique. Moi, c'est encore plus que ça. Moi, j'étais gamin, j'avais 4-5 ans. Mon oncle, à l'époque, c'était le journal. Lui, il travaillait pour Petrofina. Et il recevait le journal le matin, il regardait les cotations des actions, et il achetait et vendait des actions. Puis nous, en Belgique, parce que je suis belge, on n'a pas eu le Minitel, on avait le télétexte. Donc c'était sur la télé, il y avait une télécommande, tu peux regarder les cotations. Et lui, il regardait les cotations, Petrofina, les machins, BBL, etc. Et moi, j'ai toujours vu ça à l'époque, ça m'a toujours intrigué. Puis après ça, par la force des choses, 2001, je tombe vraiment dedans au début de la tech, vraiment, parce qu'il faut me se rappeler, en 2000, on se posait la question de savoir si Internet allait marcher ou pas. Donc c'est quand même une autre génération. Et moi, ça m'a séduit, parce que moi, je m'ennuie très vite dans ce que je fais, et dans le business. Et dans les marchés financiers, j'ai trouvé quelque chose sans fin. Parce qu'il y a toujours des nouveaux modèles, il y a des nouvelles choses, le trading aux fréquences, l'IA, les machins, les trucs, il y a Trump qui arrive, il y a les mêmes coins, il y a les bazars, les trucs, les machins. Et donc il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle modélisation, il y a un nouveau challenge, il y a un nouveau type d'actif, et c'est ça qui est très intéressant. Ok. Et donc la crypto, on va en reparler parce que tu es un peu le personnage crypto francophone. Moi, ce que je peux dire sur Marc, c'est que ça fait plus de 10 ans que je le connais. Et que c'est vrai, tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut lire dans ton Telegram, c'est des choses que tu fais vraiment, contrairement à beaucoup d'influx crypto qui racontent n'importe quoi. Et c'est Marc qui m'a convaincu, à l'époque, on peut le raconter, de faire de la crypto-monnaie. On était donc 2016, 2017 à peu près. On commence à entendre parler Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Moi, j'avais déjà vu des choses auparavant, mais ça ne m'avait pas tiqué plus que ça. Et c'est toi donc qui m'a dit on doit faire du Bitcoin, achète des Bitcoins, Romain, tu dois t'y intéresser. Et moi je t'ai dit mais non, c'est de la merde. C'est un scam. C'est un scam. J'ai plutôt pensé comme le français moyen entre guillemets, sans vous dénigrer, tout de suite c'est un scam. Et allez, raconte-le, qu'est-ce qui a été le déclencheur? Alors le déclencheur, je me rappellerai toute ma vie. Donc on était là, on était dans les bureaux chez Nbank. Et puis je lui ai expliqué tout pour la énième fois. Il me dit machin, ok. Je dis vas-y, tu rentres à la maison.
Tu regardes le reportage, à l'époque il était sur Netflix, Banking on Bitcoin, avec traduction française. Et c'est un reportage incroyable, il est sur YouTube, je vous invite à le regarder. Donc Banking on Bitcoin, tu mettras peut-être le lien en dessous de la vidéo. Et en fait ça explique toute la genèse de la blockchain, de la crypto-monnaie, MTGOX, tout ce qui était lié au trafic de drogue, etc., etc. Et toute la genèse du pourquoi, du comment, d'avoir un système qui n'est pas contrôlé par les banques, avec cette philosophie que Satoshi Nakamoto a mis en place, etc. Aussi un peu, c'était la rébellion, hein, donc pour sortir du système. Et tout ça est expliqué dedans. Et donc, il regarde le reportage. Directement, il m'appelle. Il me dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Je dis, bah oui, Romain, c'est ce que je t'explique. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux crypto-monnaies. Alors, pour en parler 2 secondes, effectivement, moi, ce qui m'avait séduit à l'époque, c'était Freedom, on n'a plus besoin des banques, etc. Aujourd'hui, on est quand même dans un modèle un peu différent, avec des ETF, avec des institutions, avec un marché qui est plus ou moins contrôlé par les grosses mains. On l'a vu avec les manipulations récentes. Une dominance du Bitcoin extrême vs les altcoins qui, pour certains, ont encore du mal, notamment Ethereum, qui est quand même quelque chose de grand. Qu'est-ce que tu penses non pas des prix, mais de la philosophie? Est-ce que pour toi, on a quand même changé de monde? C'est plus vraiment le monde crypto de l'époque où on était des rebelles? Ou est-ce que c'est encore un peu comme ça pour toi? Il y a toujours le monde rebelle. Hein. Tu peux toujours être unbank, sortir du système bancaire. Ça dépend où tu es fiscalisé. Mais tu peux très bien être 100% Web3. Tu as des solutions avec des paiements cartes qui sont décentralisés, peut-être même de façon anonyme. Tu peux payer en crypto, tu peux transférer ta crypto partout, tu peux la stacker, etc. Donc tu peux rester dans cette vague anonyme. Tu as toujours des cryptos qui sont décentralisés à 100%. Ben, le premier, c'est le Bitcoin. Puis après ça, tu as d'autres, tu as Monero, etc. Donc il y a plein de solutions qui existent pour rester en dehors du système bancaire. Et je pense que l'évolution de la crypto va aider beaucoup le monde de la finance avec tout ce qui est tokenisation. Vous savez, la tokenisation, moi, ça fait des années que j'en parle. Avant Covid, j'étais là, REA. Maintenant, on a mis un mot dessus, c'est REA. Mais c'est tokenisation, c'est titrisation digitale. Donc, c'est prendre quelque chose et le permettre de le rendre de façon numérique pour investir dedans, soit le couper en morceaux, ou soit le tokeniser pour investir dedans, que ce soit physique ou virtuel, centralisé ou décentralisé. Et aujourd'hui, c'est REA, REA, REA. J'étais à la Paris Blockchain Week. REA partout, immobilier, voiture, luxe, tout ce qui est même dette. Par exemple, tu regardes des projets comme Hondo, la dette américaine, donc c'est du centralisé qui est décentralisé. Donc il y a plein de produits qui arrivent aujourd'hui et ça va être un renouveau du stock exchange et des actions, de la titrisation. D'ailleurs, si tu regardes 2026, la bourse américaine déménage au Texas. Ça sera 24-24-7-7 pour contrecarrer et anticiper l'explosion de la titrisation décentralisée, donc la REA. Et donc tout ça, tout le marché voit qu'on va vers ça. Donc c'est assez intéressant. Moi, tu m'en parlais de 2019-2020 déjà. Tu parlais de tokeniser des montres, je me souviens. Des voitures. Donc, tu étais en prémisse de tout ça. Tu étais un peu visionnaire là-dessus. Pour que les gens comprennent bien, quand on prend un appartement et qu'on le découpe en 1000 morceaux et qu'on fait un token, bon, c'est facile à comprendre qu'un token égale un morceau. Mais en ce qui concerne le marché action, par exemple, est-ce que la société qui crée ces tokens est obligée d'acheter l'action qu'elle vend sous forme de token? C'est pas compliqué. Dans le monde de l'action, tu as des SICAFI, des SCPI. C'est la même chose. Tu as ça, c'est tokenisé avec des tokens qui sont derrière. Au lieu que ce soit des actions et que tu as un ISIN, c'est un token. Soit il y a plusieurs façons. Soit la société crée un token spéculatif et là, il y a une volatilité sur le token. Ou deuxième approche, comme moi par exemple, je vais faire dans un futur très proche, c'est tu crées une DAO, donc un organisme de gouvernance décentralisée. Donc tu tokenises les parts comme une SCPI. Hein. Et donc, ce n'est pas un token spéculatif avec une pool de liquidité, c'est tu achètes des parts de la société et tu investis dans la société. Donc, tu tiens des parts, l'argent arrive dans la société et cet argent est investi dans un vecteur immobilier ou peu importe. Et donc, il y a beaucoup de DAO aujourd'hui qui voient le jour pour faire sa levée de fonds. D'ailleurs, si tu regardes, donc aujourd'hui, on a fait un nouvel ATH sur le Bitcoin, quand même à dire. Ouais, on a fait 111 000, donc c'est quand même pas mal. Bon, après ça, l'ATH n'est pas très propre parce que pas de volume, pas de nouvelle liquidité. Enfin bref, ça c'est une autre discussion. On ne va pas rentrer dans les débats. Mais par contre, tu as des sociétés françaises, par exemple, tu as entreparticulier.com, qui est une société de mise en relation entre particuliers, qui a changé complètement de stratégie il y a 5 mois, et maintenant investit dans l'Ethereum et veut devenir le micro-stratégie de l'Ethereum français. Donc ils ont totalement une autre stratégie diamétralement opposée à ce qu'ils faisaient avant. Et bon, ce qu'ils font, si tu achètes de l'action entre particulier.com, qui est un ISIN et qui est coté sur Euronext, derrière, ils investissent dans l'Ethereum. Donc, quelque part, tu détiens de l'Ethereum par la force des choses, puisque tu as des parts de la société qui détient de l'Ethereum. Donc, voilà, donc c'est du décentralisé qui devient centralisé avec un ISIN derrière. Et donc, c'est propre, c'est bien. Ça permet que même en Europe, on a une vision un peu tard, mais bon, on veut mieux tard que jamais, sur les investissements en crypto,
comme c'est des sociétés qui sont tokenisées, qui sont cotées sur la bourse, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. S'ils veulent investir dans la crypto, c'est leur problème. Ils ont leur gestion de risque, etc., la VAR et machin, etc. Et donc, je trouve ça vraiment bien. C'est un bel élan, une dynamique qui prouve que c'est pas un scam, c'est pas Satoshi Nakamoto qui a le Genesis Wallet qui va tout vendre sur la gueule de tout le monde et que c'est la NSA. D'ailleurs, j'ai des pistes intéressantes là-dessus sur Satoshi. Mais c'est un vrai actif, ETF, options. Il y a les produits dérivés, futurs, on est dans les salles de marché. Et donc, c'est bien la preuve que c'est une nouvelle classe d'actifs. Ok, donc ça, c'est déjà en cours, mais c'est le vrai gros changement, que ça va impacter même la vraie finance actuelle, entre guillemets. Alors, on va reparler d'un truc qui est important en crypto, parce qu'on me le fait souvent rappeler. On avait décidé, il y a quelques années, en 2017, de faire appel à une star de la télé-réalité en fait, c'était indirectement de promouvoir notre service. À cette époque-là, on avait un service de formation crypto, mais ça nous avait aussi beaucoup amusé parce que c'était à un moment donné l'opposé. On avait fait appel donc à Nabila. Alors l'histoire, elle n'est pas exactement, c'est pas comme ça. Pas comme ça. On va tout raconter. Non, mais je ne vais pas te citer de nom. Mais à l'époque, il y avait toute une série de personnes qui étaient présentes sur les réseaux, qui faisaient de l'affiliation à tout va. Je ne vais pas citer de nom, mais pas forcément. Voilà. Des traders sur Snapchat. Ouais, des traders de Snapchat, voilà. Des starlets pour. D'ailleurs, tu te rappelles, on connaît la personne qui a lancé toutes ces personnes. Oui. Salut Seb, j'espère que tu vas bien. Et en fait, on voit toutes ces personnes qui utilisent des rappeurs, des stars et des machins, dont un qui utilise Nabila. Et puis on arrive fin d'année, et on se dit tiens, putain, lui il dit pourquoi on ne ferait pas comme eux. Et c'est comme ça qu'on est venu à contacter à l'époque Magali Berda pour faire Nabila. Je me rappelle, c'était fin d'année, c'était aux alentours du 20 décembre. Enfin, un beau petit script et tout, machin. À l'époque, on avait créé le brand traderbitcoin.com où on faisait de l'éducation financière, où on expliquait la blockchain, la crypto, etc. Voilà, mais voilà, on ne vendait aucun token particulier, c'est juste de l'éducation, de l'information. Et puis je me rappelle, on voit le script et tout ça, un truc propre. Parce que je précise, quand vous faites appel à un influenceur pour promouvoir votre société, vous lui envoyez un script avec le texte que la personne doit dire. Alors parfois elle le respecte, parfois elle le respecte moins. Et donc, je me rappelle, on envoie le script et tout, ça va ok. Puis Nabila tombe un peu malade, elle est enrhumée. Ça prend du retard, 21, 22, 23 décembre. Je dis, vas-y, c'est mort, là, les fêtes de Noël et tout. Elle va faire le truc, ça va servir à rien. Et je pense que c'était un 27 décembre, je me souviens, un peu enrhumé. Oui, les amis, faut que je vous parle d'une bonne opportunité d'investissement. Je pense que c'est bien. Je me rappelle des trucs comme ça. Ça ne perd pas. On ne peut pas perdre. Ça ne peut pas perdre. Donc elle n'avait pas du tout respecté notre script. Elle avait fait ça un peu à l'arrache. En live. Et donc, elle part de notre solution, donc traderbitcoin.com. Elle dit que voilà, c'est un bon investissement, c'est une bonne idée d'investissement, etc. Puis elle publie le truc, elle est à moitié enrhumée. Là, je me rappelle, avec un petit fond rose avec des petits cœurs autour, à moitié dans le noir. Puis je dis, ouais, vas-y, c'est bon, ça sert à rien. On reçoit un petit peu de volume, un peu de follow, machin. Je dis, ouais, vas-y, ça. Mais pas d'effet, pas l'effet. Mais franchement, rien. Moi, à l'époque, ceux qui avaient fait ça, ils m'avaient vendu le téléphone. L'iPhone, il était tellement chaud qu'ils devaient le mettre dans le congélateur, tellement ils avaient des ajouts. Bon, bref. Bon, voilà, on passe les fêtes de Noël, tranquille, 30 décembre, 31 décembre. Puis on va au Portugal, parce qu'à l'époque, on était occupé sur un projet au Portugal. Et nous, on se retrouve au Portugal 5, 6, 7, 8 janvier. Et la rentrée après les fêtes, c'était le 7 janvier. Donc, nous venons au Portugal le lundi. Je sais plus, on était visiter de l'immobilier ou je sais plus quoi là. Tout d'un coup, il commence à recevoir son téléphone qui sonne. Moi, je reçois des messages et tout, machin. Et en fait, il y a un journaliste, je pense qu'il avait rien à foutre. Et il avait vu que Nabila avait fait de la pub pour le Bitcoin. Et donc, il fait une publication, il dit « Attention, Nabila promouvoit le Bitcoin. Actif risqué, je sais pas quoi. » Puis ça, 1, 2, 3, 4. Puis après ça, il y a l'AMF qui fait un tweet en disant « Attention, Nabila, le Bitcoin est un actif risqué. » Et fait une faute d'orthographe. Et là-dessus, Nabila voit le tweet de l'AMF, retweet l'AMF en disant « Faites attention, moi, les fautes d'orthographe. » Et là, ça fait... On en parle en Suisse, en Allemagne, BFM, truc, machin, TF1. C'est un vrai bordel. Un vrai bordel. C'est drôle parce que c'est pas le Snap en lui-même qui a fait ça, c'est l'AMF qui a fait, on appelle ça l'effet Barbara Streisand au marketing. Ah ouais. Parce que la chanteuse Barbara Streisand avait fait tout un foin contre un paparazzi qui avait publié une photo de sa maison. Okay. Et du coup, ça a fait l'effet inverse. Ça a invité les gens à regarder la maison parce qu'elle en avait parlé. Alors qu'elle n'en aurait pas parlé, on n'aurait jamais vu cette photo. Et donc, ça s'appelle l'effet Barbara Streisand en marketing. Et c'est ce qui s'est passé avec l'AMF. Et voilà, pour raconter, nous, on était pas mal intentionnés. Le but, c'était de promouvoir notre service. C'était pas de... Et d'ailleurs, j'ai été convoqué, moi, par la DGCCRF, que je salue, si elle regarde cette vidéo, voilà, pour m'expliquer pourquoi on avait fait ça, etc. Et je me suis retrouvé à expliquer à ces agents ce qu'était le Bitcoin. Et ils ont très bien compris notre intention qui était plutôt louable.
Et voilà, on n'a pas promotionné un scam. Ouais. Après, là, avec la suite, ça t'est arrivé, ça m'est arrivé. On a déjà recommandé des cryptos qui n'ont pas marché, d'autres Oui, cryptos qui ça, ont c'est le fonctionné. jeu, ça. Toi, aujourd'hui, tu es spécialiste crypto. Est-ce que tu fais encore un petit peu d'indices, de forex, etc. C'est quoi ton activité professionnelle actuellement? Donc moi, j'ai beaucoup d'activités. Je suis investisseur, j'investis dans l'immobilier, j'ai différentes sociétés, j'ai des plateformes en ligne, dont une propre firme, et je suis occupé de lancer un exchange aussi, et un fonds d'investissement, No Beer Zone, une DAO RBA. On peut parler un petit peu par après. Et moi, je trade de façon régulière depuis 2012. Les cryptos, je les suis tout le temps. J'investis dans différentes cryptos. Je fais tous les jours, je regarde les écrans. Je suis connecté tous les jours. Je fais du moyen long terme quand j'ai du temps. Je fais du court terme et qu'il y a de la volatilité et qu'il y a des opportunités. Et comme tu sais, c'est 20% du temps et 80% du temps, c'est plutôt calmaté. Et donc du range. Et on fait le ping-pong entre les ranges. Mais oui, moi, c'est ma passion, c'est mon business. Fait comme toi, j'ai fait des formations, j'ai des groupes Telegram, j'ai des gens qui me suivent. La même chose, mais moi, je fais crypto. Par contre, je suis un petit peu dans les actions, mais les actions qui sont liées à la crypto. Donc, par exemple, là, entrepartier.com, Coinbase, parce que Coinbase, la stratégie n'a pas de coin. Coinbase, c'est une action. D'ailleurs, c'est très intelligent, parce que du coup, ils prennent la liquidité pour l'injecter dans leur boîte nativement, et ça c'est fait l'un une des valo. plus gros propriétaires de Bitcoin. Coinbase fait partie des top 10, collatéraux. C'est à eux et pas à eux, parce que propriétaires, oui et non, c'est-à-dire qu'ils les gardent parce qu'ils font la collatérale pour les ETF, certains ETF. Donc, c'est pas à eux, mais ils en détiennent, on va dire. Il y a des stocks. Coinbase, après ça, voilà, on est sur Nvidia, on est sur Atos aussi, pas rien à voir, mais bon, il y avait une belle opportunité, on a fait un beau coefficient multiplicateur. Donc quand il y a des opportunités sur les cryptos, même sur les indices, de temps en temps, je tourne un trade sur le Nasdaq, même sur l'euro-dollar, hein. Le dollar index, l'euro-dollar était super bas. Moi, je l'avais prédit qu'il allait remonter à 1,40, 1,50. Là, il y a quelques mois, moi, j'avais acheté de l'euro-dollar, j'avais dit j'achète de l'euro-dollar, j'explique l'analyse du pourquoi. Puisque le dollar, c'est la contrepartie des cryptos, donc le dollar index, on le suit tout le temps. Bah, s'il y a une opportunité sur le dollar, on est dans la zone euro, bah, c'est intéressant, ça contrecarry un peu l'inflation, et voilà. Tu n'es pas bloqué full crypto, ça t'arrive de faire un peu autre chose. Je me souviens, à l'époque, tu avais prédit 10 000 pour le BTC, les gens nous prenaient pour des fous. J'avais prédit 100 000 après. Après, tu as mis 100 000, moi j'ai dit jamais de la vie, on les a pétés. Ouais. Et voilà, on sait qu'on ne peut pas prévoir, mais est-ce que tu as un objectif? Est-ce que le Bitcoin, quand on lit Trucmuche qui dit 1 million, celui-là qui me dit 500 000, a un objectif crédible? Est-ce que tu peux donner un chiffre? Le calcul est simple, comme le calcul que j'avais fait sur Solana, sur Chacho. On sait faire des calculs puisqu'on connaît la tokenomie, on sait vers quoi on va. On sait qu'on va arriver vers plus ou moins 21 millions de Bitcoin, blablabla, un jour peut-être, avec chaque fois les halvings, etc. Tous les tokens perdus, les machins, etc. Les ETF, les injections de liquidités. Si on regarde la market cap totale du marché aujourd'hui, on est à 3,6 billions. Si on regarde la market cap du Nasdaq ou du Dow Jones, qui est combien 100 fois, 1000 fois plus, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc, si on dit que voilà, il y a simplement 10% du marché global, actions, forex, indices, etc. De l'argent global disponible. Tout global, 10%, c'est rien, qui part et qui rentre dans la crypto. Et la crypto, la première, c'est le Bitcoin, parce que c'est le plus décentralisé, celui qui est là, etc. etc. 100 x 10, ça fait 1 million, c'est facile à atteindre. Et puis, il y a aussi un effet de mode. Comme on va arriver à un moment donné où tous les bitcoins vont être minés, si tu as du bitcoin dans ton wallet, ça va être un peu comme tu as une Rolex. Donc, il y a un phénomène de mode, il y a un phénomène aussi historique. Et tout ça va faire que les 1 million, on va les faire, c'est certain. Je ne sais pas te dire quand, mais on les fera, ça c'est sûr et certain. Il y a aussi l'inflation qui va jouer aussi. Dans 20 ans, un dollar d'aujourd'hui n'aura pas la même valeur, donc ça faudra peut-être 1 million, mais 1 million vaudra 100 000 peut-être d'aujourd'hui. Ça me rappelait que l'inflation, pour le moment, est entre 5 et 8%. Donc sur 10 ans, vous perdez 2 fois facilement votre pouvoir d'achat. Donc ça va très vite. On va parler de tes activités annexes, Marc, parce que je te vois avec des rappeurs, je te vois produire des gens. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Pourquoi tu fais ça? Et quel est le kiff, quel est le but de te lancer dans cette histoire? Moi, j'ai 46 ans. Je suis né dans le monde de la musique en Belgique. Quand même, juste pour parenthèse, la musique électronique a été inventée en Belgique à l'université de Louvain. Moi, je suis né dans la genèse, première boîte de nuit qui a jamais existé dans le monde, s'appelle Boccaccio Life. Moi, j'ai vu tout ça se créer. J'ai vu tous les DJ autour de moi, la création de la musique électronique, la house, etc., Tomorrowland, tout ça. Donc, moi, j'ai toujours été baigné là-dedans. Moi, j'aime bien la musique. J'aime bien aussi faire la fête. Faut être logique. On fait la fête pour moi, faire... c'est pas trop mon cas. Amen. Moi, je fais la fête parce que j'aime bien la fête. C'est pas pour sortir, pour choper des meufs, des machins. Entre potes, on boit un coup, on kiffe, bonne musique, voilà. Et voilà, moi, j'ai la chance. J'ai des très bons amis à moi depuis maintenant presque 10 ans. Manager de la crime, Nabil, aussi du côté de chez Fianso. Je travaille depuis 6 ans avec le frère de Stromae. Donc indirectement, je suis connecté. Le frère Stromae, qui est une personne très calée dans le monde de la finance, qui est analyste financier, qui travaille pour l'Europe et des banques privées, etc. Qui a
qui est plus âgé que moi et qui a vraiment une grosse expérience, qui connaît le plus gros trader de Wall Street. Il va chaque année le voir là-bas. Le plus gros physiquement ou le plus gros? Non, celui qui a le plus d'impact dans Wall Street. Et donc, moi, j'ai toujours kiffé. Et en fait, un peu par hasard, il y a 2 mois maintenant, donc je faisais un tour du monde pour aller à une grosse conférence IA au Texas, puis j'allais à Paris pour la Paris Blockchain Week, j'arrive à Paris, je suis dans un hôtel tranquille, je dis à personne, je suis là, j'arrive dans une chicha, je prends une chicha, il y a la patronne qui arrive avec un téléphone en disant on veut te parler. C'est un pote à moi que je connais depuis longtemps qui s'appelle Momsi, Mohamed, qui est un rappeur, voilà, depuis longtemps. Il me vient, il me retrouve, on sort, machin, on rekiffe, etc. Moi, mon ami, paix à son âme, Jérémy Ouernois, depuis plus de 3 ans, un peu émotionnel pour moi d'en parler. Je fais depuis 3 ans, c'est mon ami, Marbella, Paris, Dubaï, etc. Et là, on était à Paris dans un after, et avec Momsi, qui est aussi un ami à Ouernois. Et on kiffe, on parle ensemble et tout, machin, etc. Investissement, bazar. Et lui, il parle avec Momsi. Et il dit, Momsi, il faut que tu avances ou que tu sois sérieux. Faut pas lancer un son de temps en temps, etc. Il faut avoir une vraie vision, une vraie DA et sortir un truc, aller vers quelque part. Et il y avait Renoir donc, qui lui dit, c'est avec un Marc que tu devrais le faire, le truc. Moi, je suis pas du tout dans le monde de la musique directement, etc. Et puis du coup, c'est comme ça que c'est venu, en fait. C'est à cause, pour parler dans le langage plus lié à la religion de Jérémy Douernois, que j'ai lancé le label avec Momsi, faire la production de Momsi, parce que moi je suis un investisseur, parce que je fais du marketing, parce que j'ai une vision et parce que voilà, je peux lui donner ce que je pense qu'il lui manque pour tout déchirer. Ce que tu m'as donné aussi, on va le dire aussi. Marc m'a beaucoup apporté dans la vision, dans la détermination, dans l'organisation d'une journée, dans plein de choses. Et voilà, pour expliquer, parce que mon audience te connaît, et c'est vrai qu'on peut se demander, le trader Marc Crypto, qu'est-ce qu'il fait dans le rap? C'est un peu... c'est de l'investissement. C'est un parfum C'est de l'investissement, hasard. c'est du kiff investissement, parce que j'aime bien. Et puis en fait, ça combinait tout ce que je voulais faire. C'est le beau côté de la night, où t'arrives, t'es devant la scène. Enfin, l'artiste est devant la scène. Moi, je suis là, on gère, etc. On fait de l'argent, et on fait kiffer les gens, et on est dans la musique. Et la combinaison de tout ensemble, je trouve ça magnifique. Puis je pense que je vais essayer d'apporter un petit renouveau aussi dans ce monde-là, à mon échelle. Moi, je suis personne. Dans la manière de diriger. La manière, voilà, le marketing, diriger les choses et essayer de faire. Puis voilà, on va voir. On verra, ça marche pas. Mais je pense que ça va bien marcher parce que le produit, entre guillemets, est bon. C'est Momsi, c'est mon ami. C'est la famille. Et je pense qu'on va faire des belles choses. Et puis voilà, lui, c'est une personne vraie, authentique. Il fait la musique parce qu'il a le cœur avec la musique. Il est là dans la voiture, il commence à écrire des trucs, il réfléchit. Il vit pour la musique. Il ne fait pas la musique par intérêt, il vit dans la musique. Et je pense que dans la vie, à partir du moment où tu fais les choses avec le cœur et pas pour l'argent en premier lieu, l'argent c'est une récompense. Je pense que ça peut que bien se passer. Bon, on souhaite beaucoup de succès à Momsi. On espère que ça cartonne et qu'il y ait peut-être demain d'autres rappeurs. Je pense à The Big Guy qui voulait sortir un son. Les Pecs ou la Patek. Voilà. Alors, quel rapport tu as aujourd'hui avec Valentin? Est-ce que tu es toujours en contact avec lui? Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu? Tu fais partie aussi du board de We Get Funded. Est-ce qu'on peut en parler 2 minutes? Bien sûr. Donc, Valentin Pinault, c'est mon ami. Je l'ai rencontré à cause de toi. À Barcelone, dans une formation très épique. Dans un séminaire. Dans un séminaire. On fait des séminaires très régulièrement. Et ce séminaire, il y a eu deux personnes, Marc et Valentin, qui se sont rencontrés. Je vous laisse imaginer l'explosion que ça peut faire. Donc moi, à l'époque, juste pour la petite histoire, sans rentrer trop dans les détails, donc ils devaient m'attendre pour sortir. Donc c'était vendredi. Donc ils n'étaient pas sortis de la semaine, ils m'attendaient pour sortir, etc. J'arrive vendredi, je sonne à la sonnette, personne qui répond, j'assis sur la sonnette, puis je vois quelqu'un qui arrive dans un état de délabrement assez avancé, ouvrir la porte, et puis je rentre, et puis malheureusement, il s'était sorti la veille, donc voilà, il était un petit peu fatigué. C'était tôt le matin, j'étais arrivé assez tôt, donc voilà. Bien sûr, Romain a vaqué à ses obligations de stream et de live. Et donc c'est là que j'ai rencontré Valentin, parce que le soir, forcément, je voulais sortir, mais il y avait personne qui voulait sortir, sauf Valentin. Et donc on a fait un petit tour de Barcelone, dans les endroits assez connus de Barcelone, très réputés. Et c'est comme ça que j'ai découvert Valentin, très belle personne, très jeune à l'époque, parce que là, il a... il y a 6-7 ans, il avait 21 ans peut-être. 21 ans, 21 ans, focus, il a une licence, à l'époque boîte de nuit en France, bar, investissement, il fait de l'art et tout. Déjà une belle vision pour ça. Belle vision des choses, puis il se forme, à l'époque il regardait le e-commerce, le dropshipping, il regardait le trading, etc. Donc c'est un mec ouvert, un investisseur, un peu, même comme moi, puis il aime bien faire la fiesta aussi un petit peu. Et voilà, donc du coup on kiffe, on se rencontre 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis après ça, voilà, on sympathise ensemble, on se revoit à Dubaï, je revois chez lui, je vais avec mes enfants, on fait un tour en avion, les machins, les trucs et les bazars. Puis voilà, puis après ça, on décide, à l'époque à 3, de lancer. Moi, à l'époque, on avait fait une dispute de couple,
Et on se retrouve, et moi j'étais occupé de lancer ma propre firme de mon côté. Puis on se retrouve à Dubaï, un peu par hasard avec Valentin. Et toi, tu me dis, je suis occupé de voir un mec là, avec un white label, on va lancer une propre firme. Je dis, ouais, ça tombe bien, moi aussi, je suis occupé de faire ça. Mais moi, je fais tout de zéro. Et puis c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, qu'on a commencé à travailler et à créer WeGet. Et lancer WeGet. Puis toi, voilà, tu as fait tes choix, tu as changé. À l'époque, tu étais aussi dans un autre mood. Tu avais aussi des petits problèmes perso, etc. Puis tu allais en Thaïlande et tout. Et après, entre nous, c'est un mal pour un bien. Parce que WeGet aurait été trop lié à moi, et je pense à un seul formateur. Bien sûr. Ça aurait été une barrière, un bâton dans les roues du développement. On se suit de près. WeGet, je connais comment ça fonctionne de l'intérieur. Je pense que c'est un mal pour un bien, sincèrement. Ouais, et puis il n'y a aucune critique à ça. Hein. Voilà. Puis toi, tu fais d'autres choses, tu as été en talent, tu as fait d'autres trucs, tu es sur d'autres projets. Puis voilà, on est chacun complémentaire. Il n'y a pas de concurrence. Et du coup, tu restes très proche de WeGet. Ouais. Moi, je suis CTO, hein, donc je m'occupe de la partie technique, sécurité, développement, roadmap, etc. et de l'optimisation. Donc oui, je suis toujours actif dans WeGet. Et là, tu nous as développé un outil, les amis, à partir du 1er juin, dans l'école Livestream Trader, on va avoir un concours mensuel, donc tous les mois de trading, avec un classement automatisé, avec des cadeaux pour les 3 premiers, ce qui va permettre aux élèves de l'école de s'entraîner dans des conditions plus avantageuses que le démo qui apporte aucune émotion. Là, il y a un intérêt, il y a un concours, il y a des gains, etc. pour progresser. Et ça, c'est génial parce que c'est un vrai outil qu'on met en place avec vous et qui est vraiment top. C'est quoi la suite du coup? Parce que tu dis que tu t'embêtes beaucoup. Je regarde un peu là, on a encore du temps. Non, mais tu dis que tu aimes changer de choses. Là, je suis occupé. Hein. Là, tu as beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Là, pour moi, Razel KMA, c'est très intéressant. Donc moi, j'ai toujours dans ma vie, quand j'ai fait plein de projets, comme tu sais, j'ai fait Identité Digitale en Belgique, It's Me, etc. J'ai toujours été en avance de phase sur le marché de 24 à 36 mois. Voilà, pour lancer des projets ou des innovations qui ont fait des révolutions, on peut vraiment le dire. It's Me, une application en Belgique, peut-être que les Français ne connaissent pas, qui permet de s'identifier officiellement. En fait, on peut tout faire sauf voter divorcé. Donc, tu peux ouvrir une relation client, tu peux signer une transaction bancaire à 1 million, tu peux vendre une maison, acheter une maison, tu peux tout faire sauf voter divorcé. Il y a 10 millions d'utilisateurs. Tous les Belges l'utilisent, mais là on s'est ouvert à l'Europe, Hollande, France, etc. Même la France commence à l'utiliser aussi. Et donc voilà, il y a pas mal de choses à faire parce que l'identité numérique, si tu n'as pas l'identité, tu n'as pas le point de démarrage pour pouvoir faire des choses digitales. Et c'est aussi important avec les régulations MiCA qui sont plus contraignantes qu'autre chose en Europe, mais elles sont là. Donc même demain, toute cette tokenisation RWA, c'est bien de mettre une carte d'identité, faire une photo d'une carte d'identité qui est périmée, etc. ou un machin, les clients, on peut faire des fausses, etc. Si tu as l'identité digitale, tu peux faire un onboarding, donc une ouverture de relation RWA ou peu importe, instantanément en 2 clics. Donc il n'y a pas de frein. Il n'y a pas je commence, putain, j'ai pas ma carte d'identité, le truc, la lumière, les machins, sub, ça marche pas. Là, c'est clic. Et donc c'est un mal nécessaire et tu es obligé d'avoir cette identité numérique pour faire plein de choses et encore plus demain dans le Web 3. Et donc là, je suis occupé de porter It's Me aussi, c'est un autre projet que j'ai dans la blockchain pour avoir tous ces enablers. Et puis après ça, j'ai plein d'autres projets. Là, je suis sur Razel KMA, immobilier. Là, j'ai ouvert une société de maintenance, nettoyage. Puis voilà, on va continuer à investir là-bas et suivre l'évolution du casino que je peux suivre de ma piscine. Oui, parce que Ras Al Khaimah, c'est une ville qui est à peu près à 1 heure. C'est pas une ville, c'est un émirat. C'est comme un pays. Qui est à peu près à 1 heure de Dubaï. Toi, ta vision, elle est là-bas. Tu m'invites à aller là-bas. Tu me dis, vas-y, investis là-bas. Pour toi, ça va péter. Ras Al Khaimah, ça va exploser avec le casino, avec l'évolution des Émirats, le fait qu'il y ait encore plus de gens qui viennent ici. Pour toi, c'est the place to be. Il faut savoir que Ras Al Khaimah, c'est les seules îles naturelles de tous les UAE. Tous les autres, ils ont importé du sable. Là, tout est naturel. La vision du Shir, c'est, en résumé, c'est pas ça, mais en résumé, c'est je construis 1 mètre carré, je mets 3 mètres carrés de green, de verre. Les bâtiments font 6 étages. Il y a des grands bâtiments, oui, mais il y en a très peu. C'est vert, il y a de la nature, tu entends les oiseaux, il y a des tortues dans l'eau, il y a des crabes, il n'y a pas un film d'huile qui flotte sur l'eau. Donc il y a toute cette vision-là qui est vraiment bien. C'est très ouvert. Tu peux acheter de l'alcool sans licence. Il y a des boîtes de nuit, il y a tout. Il y a le casino qui s'ouvre sur cette île. Et je trouve que la vision, elle est intéressante. Et le climat, comme on est proche de tout en haut, si vous regardez la carte, vous allez voir tout à droite, si on regarde la mer devant, il y a des montagnes à 2800 mètres d'altitude. Et tout ça fait que tu as de l'air frais qui arrive. Là, par exemple, en journée, là, je viens d'arriver à Dubaï, tu sens vraiment un mur de chaleur quand tu ouvres la porte de la voiture. Là-bas, il fait 32, tranquille. Le soir, le soleil baisse. C'est comme Marbella, tu as de l'air frais, 26, 25. Et donc, du coup, pas de pollution. Ici, c'est énormément de pollution.
Et donc, franchement, c'est vraiment intéressant. Et il faut savoir que Ras Al Khaimah, à l'époque, les premiers investisseurs, c'était des Italiens il y a 35 ans. Ils ont ouvert une société, ils cherchaient un endroit dans le monde pour faire de la fabrique de carrelage de céramique et de tout ce qui est lié à la maison, cuisine, les plans de travail, etc. Ils ont fait test de sol et là-bas, les sols sont incroyables pour faire de la céramique. Et donc là, ils ont ouvert il y a 35 ans la fabrication de carrelage, de plans de travail, etc. C'est une usine immense, c'est un des plus gros industries RAC céramique. Et partout dans le monde, entre en Belgique et tout, j'ai des amis à moi qui sont carreleurs qui en vendent depuis 30 ans. Et donc voilà, il y a plein d'industries là-bas. Les gens sont gentils, mais vraiment gentils. Et je sais pas, il y a une autre dynamique que Dubaï est devenu super stressé. C'est un peu Paris, Dubaï. Tout le monde court, trafic, embouteillage, fort bling-bling. Ça coûte un pont d'autoroute, ça coûte très cher. Il y a une bulle immobilière énorme. Il y a aussi cette application à Dubaï où on peut payer en 4 fois sans frais, qui crée une dette virtuelle derrière. Il y a les Russes qui sont venus investir, là, la guerre en Russie qui stoppe, etc. Donc pour moi, il y a une grosse bulle quand même qui risque de péter à court moyen terme. Après, ça, c'est ma vision des choses. Vous pouvez critiquer, etc. Il n'y a pas de souci. J'ai entendu cette bulle. Les experts parlent d'une baisse prochaine de 25-30%. Moi, je dis 35. Ça fait depuis 2 ans que je dis ça. C'est 35. Le jour où les Russes rentrent chez eux, c'est 30% de baisse. C'est certain. Donc voilà, ça a toujours été. Ça reste les Émirats, ça reste les conditions qu'on a à Dubaï, au niveau fiscal, etc. Mais une alternative peut-être pour ceux qui veulent changer de pays, mais qui ne veulent pas se retrouver dans le Las Vegas des Émirats qui est Dubaï. Plutôt quelque chose de plus style Marbella, justement. Exactement. Par exemple, pour une idée, là, construction neuve off-plan, donc ça va être livré dans 24 mois. On a entre 1200 et 1300 euros du mètre carré, fini, la meilleure qualité qui existe. Meublé, tout, tu arrives, tu remplis le frigo, tu penses tes valises, au niveau même front de mer. Budget, on est 3, 4, 5 fois moins cher qu'à Dubaï. Exactement. Donc voilà, il y a l'aéroport là maintenant, donc il y a un aéroport depuis longtemps. Là, il y a donc Emirates qui arrive, etc. Donc tout est occupé de se mettre, les gros hôtels sont, il y a Nikki Beach qui va ouvrir, il y a Rixos, il y a tout. Donc tout est occupé de se mettre en place pour ça, mais à des prix qui sont abordables, et c'est une autre mentalité. Écoute, ça me plaît aussi. On ira voir ce qu'on peut faire de ce côté-là. Les gens aiment aussi cette question. Toi, aujourd'hui, qui as ton expérience, on t'a vu récemment, moi je te suis et je suis les réseaux sociaux, ça m'a fait mal au cœur d'ailleurs de voir certains Snapchatters, pour ne pas les citer, qui t'ont un peu taquiné, qui t'ont reposte en disant celui-là, faites attention, Marc MMA. Et ça m'a agacé parce que moi, je te connais, je sais ce que tu fais vraiment. Aujourd'hui, ta vision, je pense que les gens ils l'ont compris. Qu'est-ce que tu peux dire à un jeune qui me regarde, qui regarde mes vidéos, quelqu'un qui a 20, 25, 30 ans, qui n'a pas encore le succès que tu as ou qui n'a pas encore financièrement c'est ce qu'il faut, mais qui a envie d'y arriver, qu'est-ce que tu peux lui dire? Moi, je pense qu'il y a 2 approches. Soit tu te formes et tu te lances dans un business en partant de zéro, pas d'argent, e-commerce, dropshipping, IA ou peu importe, tu fais de la consultance, création de site ou peu importe. Donc là, tu peux gagner de l'argent assez rapidement, je veux dire, de façon clean, pour construire après ça un futur en investissement correctement. Ou après ça, tu trouves un emploi simple et tu utilises le levier de la banque pour investir dans l'immobilier, pour faire après ça d'autres leviers, d'autres culbutes. Mais c'est les 2 options. Il n'y a pas de miracle, le reste, ça n'existe pas. Le truc, je mets 500 $, sur Bitcoin et je fais un fois 1000, ça n'existe pas. Ça, c'est seulement sur les réseaux sociaux avec les traders des lettres de l'alphabet. Ça n'existe pas dans la réalité. Il faut vraiment un coup de chance énorme et ça n'existera pas. Et donc voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'après ça, il faut savoir apprendre à gérer son argent. Après ça, que l'argent rentre, pas commencer à faire la moula et tout dépenser dans les bouteilles et les machins. Il faut investir. Moi, je suis toujours parti du principe, j'ai, entre guillemets, c'est une image 100 qui rentre, je dépense 20, je coffre 80. Voilà. Et puis après ça, je pars. Moi, j'ai commencé dans l'immobilier. 2001, moi, j'étais employé, je gagnais 2600 euros net par mois. J'étais employé dans une boîte de consultance d'informatique. J'ai commencé à travailler, j'avais 2000 € sur mon compte. Pas de patrimoine. Pas de patrimoine, rien. Mes parents, ma mère secrétaire, mon père technicien dans l'imprimerie. Moi, j'ai commencé de zéro. J'avais l'argent que j'avais économisé de mes jobs d'étudiant. Et j'ai commencé à bosser. J'étais consultant dans une boîte, employé. Voilà. Et puis après ça, j'ai acheté une première maison qui était une ruine insalubre, que j'ai rénovée moi-même. Pas de raccordement aux égouts, rien. Puis je l'ai acheté, je l'avais acheté 75 000 €. Je l'ai mis en location, je l'ai rénové moi-même en 6 mois. Je l'ai mis en location, je l'ai loué 750 €. Du coup, je faisais de belles plus-values. Je remboursais un emprunt de, plus de 230 €, 300 €. Puis après ça, je fais un emprunt de second rang. Puis j'ai investi, puis une maison, 2 maisons, 3 maisons, puis 4000 m², puis plus, etc. Puis après ça, revendu une partie, encaissé, puis investi en autre chose. J'ai investi beaucoup en moi. J'ai fait énormément de formations, sécurité, aux États-Unis, certification ISO 27001, blablabla, pour pouvoir, après ça, me mettre indépendant et vendre de la consultance en étant indépendant, avoir l'argent pour moi et plus travailler pour un patron, et puis aller étape par étape. Pour finir, quand j'ai arrêté de ma consultance, moi je facturais des 2, 3, 4, 5 000, mais parfois 10 000 € par jour
de consultance parce que j'apportais de la plus-value, je résolvais les problèmes et ils avaient un retour sur investissement parce que j'ai investi en moi et parce que je fais des choses que les autres ne savaient pas faire. Donc, tu as mis, beaucoup d'investissement sur toi-même. Oui. Tu as commencé jeune, mais tu n'avais pas 15 ans non plus. Hein, tu avais quoi? Tu avais 25 ans peut-être quand tu as commencé à te... Oui, j'ai commencé, j'avais 25 ans, effectivement. 25 ans, et ça a mis, entre guillemets, 20 ans à porter réellement ses fruits, aujourd'hui être complètement libre. Ah ben là oui, financièrement. chaque année c'est nouveau, il y a des choses qui arrivent, après ça fait longtemps que je suis entre guillemets libre, Oui, mais là c'est encore une autre étape des choses. La Voilà, Yes Life, voilà. elle est arrivée. En fait, ce que je ne reproche pas, mais c'est normal, c'est qu'aujourd'hui, les plus jeunes, ils sont matrixés par les réseaux sociaux, ils sont matrixés par TikTok, et le monde fonctionne Ouais, et comme puis ça. Louis Vuitton, les machins, Voilà, les trucs. et on veut les mêmes les choses marques. tout de suite. Et du coup, les plus jeunes, ils veulent tout de suite les résultats que certaines personnes ont mis 20 ans à atteindre. Et ça ne marche pas, effectivement. Et c'est ce que moi aussi, je répète sur mes réseaux sociaux. Donc, prenez votre temps, investissez sur vous, apprenez à faire. Et surtout, ayez cette vision qu'on partage, nous tous les deux, où on ne compte pas nos heures, on travaille non. tous les jours. Pour moi, c'est un jour de la semaine. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Puis alors, quand même, une chose aussi, moi, qui a fortement changé ma vie, qui était un événement un peu malheureux. Donc, moi, j'ai aussi vécu à des explosions de bombes. J'ai perdu ma mère d'un cancer, mon père d'un cancer, etc. Et en fait, au-delà de forger le caractère, ça apprend quelque chose qui est important, et on le répétera, et Romain le répète, je sais pas, 45 millions de fois, c'est la psychologie. Mais la psychologie, ça apprendre à le lâcher prise. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Je peux résoudre le problème, ou je peux faire résoudre le problème par quelque chose, ou quelqu'un, ou un médicament, peu importe. Pour ça, il y a des choses où on ne peut rien faire. Et il faut accepter. Et accepter une erreur ou un problème de santé, etc., ça fait progresser parce que du coup, on n'a pas ça dans la tête, etc. Moi, ça m'a fait beaucoup progresser, c'est tout ça. Il faut pouvoir se libérer la tête, l'esprit, pour pouvoir investir et prendre des risques mesurés. Si vous êtes stressé, si vous êtes anxieux, que vous êtes joueur de casino compulsif, c'est mort. L'investissement, ça ne marchera pas. Et la psychologie, c'est vraiment important. D'où aussi que tu as une coach mentale, etc., pour reprogrammer les gens. D'ailleurs, moi aussi, je pense que je vais faire ça. J'ai une dame qui fait de l'hypnose avec des bandes audio, etc., à Marbella, et ça marche vraiment bien. Je fais ça, tu fais rigoler. Ses plus gros clients, c'est les obsédés du cul. Sur les films porno, sur les sites porno. Je te jure, c'est pas une blague. Et en fait, elle fait des bandes son. Les mecs, ils écoutent ça pendant 2-3 mois et ils sont désintoxiqués. C'est un truc de ouf. Parce qu'ils passent leur temps sur Pornhub. Voilà, c'est ça. Ils sont addicts au X. C'est un truc de ouf. Et après ça, il y a la cigarette, les machins, etc. Mais ça marche vraiment. Et je pense que cette reprogrammation est importante pour pouvoir être serein. Et moi, on me dit, moi, j'ai un de mes clients, là, je fais des formations one-to-one, là, maintenant, et il me suit depuis longtemps. Et c'est un mec qui a un énorme business, mais énorme, à Bangkok. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, moi je te suis depuis des années et tout, ce que j'adore en toi, c'est que t'en as rien à foutre. Mais il dit de façon positive. Pas que j'en ai rien à foutre, que je bâcle tout, c'est parce que je fais les choses, et puis après ça, voilà, on investit. Moi j'ai fait des business qui n'ont pas marché, j'ai perdu de l'argent. Comme en trading, tu perds, tu gagnes, tu perds, tu gagnes. Mais c'est normal, sans essayer, tu sais pas savoir, et parfois tu te plantes. Et c'est comme ça, et on apprend de ses erreurs. Puis voilà, parfois tu fais confiance à des gens, il fallait pas, machin, ou bien les choix stratégiques, marketing. Toi aussi, regarde, avec la carte aussi, tu as fait des erreurs marketing, plein perdu de l'argent. qui n'ont pas fonctionné. Voilà. Mais parfois, en fait, ça part de la base. C'est-à-dire qu'on n'a pas défini un objectif clair. Et quand on n'a pas défini un objectif clair, ou quand on a un objectif qui est irréaliste, forcément, ça ne va pas fonctionner non plus. Et beaucoup de personnes sont focus sur les résultats très court terme. Donc, quand il y a un trade qui ne passe pas, quand il y a un investissement qui ne passe pas, ou quand il y a quelque chose dont on ne peut pas maîtriser qui arrive dans notre vie, ils baissent les bras. Et voilà. Puis de nouveau, il faut être bien entouré. Moi, j'ai la chance, grâce à toi, j'ai appris énormément de choses. Valentin, Karim en Belgique, etc. Michael, etc. Tous des gens qui ont aidé à progresser dans ma vie, qui étaient mes mentors, mes bons amis, etc. Et moi-même, j'ai coaché plein de personnes. Par exemple, Lucas Beaver, aussi, que j'ai connu, qui était très très jeune. Il me considère comme son mentor. Eva Genam aussi. J'aurais bien voulu, mais non, malheureusement pas. Et c'est important d'être bien entouré. Pour progresser et puis après ça voilà, à un moment donné il faut passer à l'action parce que regardez là, le train qui passe et dire si j'avais su, il n'y a pas. Le marché il était là hier et il est là aujourd'hui, il sera là demain. L'investissement il était là hier, il est là aujourd'hui, il sera là demain. Et simplement il faut penser à ça. Il n'y a pas d'échec. Si on rate, c'est de l'apprentissage. Si on réussit, c'est la gagne. Mais il n'y a pas j'ai perdu ou il n'y a pas. C'est de l'apprentissage. Mais il faut apprendre de ses erreurs pour ne pas refaire la même erreur. Et ça, c'est l'intelligence. Et c'est ça qui est important. Super, Marc. En tout cas, merci pour cette motivation. On va
partager les réseaux sociaux de Marc dans la description de la vidéo, les amis. Si vous voulez suivre Marc, il y a ton groupe Telegram, tu as un service d'accompagnement aussi sur les crypto-monnaies qu'on suit et voilà, qui m'a fait personnellement gagner aussi beaucoup d'argent. Et merci encore pour toi. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était la première fois qu'on voyait Marc et j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres. Il faudra quand même qu'on explique aux gens pourquoi une fois on s'est retrouvé un matin à se réveiller. Tu avais mon slip, j'avais le tien. On va pas l'expliquer. C'est un problème de machine à laver. On va pas l'expliquer dans celle-ci parce que c'est l'heure de fin, mais on refera. Je voudrais quand même faire un petit mot avant la fin. Je voudrais quand même que Romain m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Je lui ai apporté beaucoup de choses. On s'est chamaillé quelques fois, un peu comme un vieux couple. Et bon, on est toujours là. On était là hier, on est là aujourd'hui, on sera là toujours demain. Et puis voilà. Puis je te souhaite le meilleur aussi dans ce que tu fais. C'est un des seuls. C'est un fou. Je lui ai déjà dit 1000 fois. Il fait des heures de streaming de live comme un fou. J'ai jamais vu ça. Et il a une psychologie de dingue. Il vit pour ça. Il vit pour le trading. Il se lève le matin. La première chose qu'il fait, c'est regarder les cours. Il lance son PC, ses machins, etc. Et il vit pour ça. Il est passionné. Donc voilà, on est tous les deux passionnés et on aime ce qu'on fait. Merci Marc. Avec plaisir. Pour tes mots. Et à très bientôt sur la chaîne les amis. Ciao, bye bye. Ciao, prenez soin de vous.